La chasse sous-marine en apnée n'est pas réservée aux athlètes de haut niveau. Presque tout le monde est capable de chausser des palmes, un masque et se glisser quelques mètres sous la surface, une arbalète au poing, pour prendre un poisson. C'est dans les petits fonds, près du bord, entre 0 et 15 mètres, que se concentre la vie sous-marine. Mais puisqu'on parle de poissons, doit-on dire pêche ou chasse sous-marine? Alors ça, c'est la grande question. Pour moi, la réponse est parfaitement claire, c'est de la chasse. Parce que presque tous les éléments de cette activité relèvent de la chasse. C'est-à-dire, en particulier, l'approche de la proie, la recherche de la proie, l'approche de la proie. Tout ça me fait dire que c'est vraiment de la chasse. Et le fait que ce soit un poisson qui incite certains à dire que c'est de la pêche, pour moi, n'a pas vraiment de sens. Donc, chasse sous-marine, sans aucun problème. Le débat qui a perduré assez longtemps et qui perdure encore un petit peu entre les tenants du terme chasse et les tenants du terme pêche, nous a conduit, à mon avis, à des situations qui ne sont pas vraiment idéales pour la chasse sous-marine. On a par exemple voulu appeler ça pêche pour se donner un petit peu bonne conscience par rapport à la chasse, qui était peut-être un peu moins bien vue que la pêche à la ligne. Mais je pense que c'est tout à fait artificiel. C'est tout à fait artificiel et la chasse doit rester chasse sous-marine dans l'appellation. La chasse sous-marine telle qu'on la pratique, on peut considérer qu'elle est née avant la Deuxième Guerre mondiale. La chasse sous-marine avec une arbalète, des sandeaux, donc telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça s'est développé de façon très, très marginale, on va dire, peut-être dans les années 30-40, avec quelques personnages assez emblématique de la chasse sous-marine, en particulier sur la Côte d'Azur, puis sur la région de Marseille. Elle s'est développée ensuite pendant la guerre aussi, parce que c'était un moyen de subsistance qui n'était pas négligeable. Et puis ensuite, on peut dire que l'activité s'est vraiment développée dans les années 50 et 60. Au niveau historique, le succès de la chasse sous-marine tient essentiellement au fait, au début, au fait que c'était une activité complètement nouvelle, et qui permettait de découvrir un monde qui était à notre porte en quelque sorte, mais qui était inconnu de tout le monde. Donc cet attrait a participé énormément à l'engouement pour la chasse sous-marine. Ensuite, l'activité s'est structurée au plan sportif, en particulier dans les années 50, avec la fédération et d'autres fédérations dans d'autres pays, ce qui a amené aux créations des premières grandes compétitions internationales dans les années 50, championnat du monde, championnat d'Europe, où les Français d'ailleurs ont brillé assez rapidement, dans la mesure où c'était un peu des pionniers de l'activité au plan mondial. L'une des raisons de l'engouement pour la chasse sous-marine, en particulier dans les années 40-50, est certainement liée à la découverte d'un monde qu'on ne connaissait pas, ou très mal. Et cet aspect découverte reste une des motivations essentielles des chasseurs sous-marins aujourd'hui. Ça n'a pas varié. Donc c'est le plaisir de découvrir un monde différent. Et associé à cela, c'est le plaisir de la chasse, c'est-à-dire le plaisir de rechercher une proie ou des proies, de préparer l'approche et de choisir sa zone de pêche en fonction de ce qu'on veut chasser. C'est plutôt rare de tirer une mostelle de cette taille à faible profondeur, en dehors de son trou, en pleine journée. La mostelle, qui est une cousine de la morue, est un poisson idéal pour apprendre les bonnes habitudes de la chasse à trous. Elle sort de son trou lorsque le soleil est couché pour chasser et se repose pendant la journée dans son abri. Son tir ne présente pas de réelles difficultés. En revanche, sa chair délicate se déchire très facilement si elle est mal fléchée. Cette mostelle d'environ 2 kg est un beau spécimen. La mostelle est particulièrement vulnérable face aux chasseurs expérimentés. Comme elle est facilement repérable, il pourra revenir plus tard s'il n'a pas pu la prendre car elle est sédentaire. Il n'est pas rare de voir cohabiter congre et mostelle dans le même trou. Comment tu as fait ta mostelle? Je suis descendu là, c'est sur les boulis là, et en fait la
Mostel était dehors, de dos comme ça. Je pensais que c'était un mérou au début. Et en me rapprochant, j'ai vu que c'était une Mostel, donc voilà, j'ai tiré 2-3 quarts en arrière. Pas profonde en plus, hein. Il devait y avoir peut-être 12 mètres de fond. Beau poisson. Ouais. Belle Mostel. Le chapon, peut-être trop confiant dans son camouflage, est facile à tirer parce qu'il reste immobile, à l'affût sur son rocher, même lorsque le chasseur arrive droit sur lui. C'est sa meilleure défense aussi, car il est difficile à voir lorsqu'on ne l'a pas dans l'œil. Le chasseur débutant passe souvent à côté sans même l'avoir vu. C'est une espèce qui vit davantage en profondeur. On trouve les plus gros individus rarement avant 15 à 20 mètres de fond. Le chapon attend patiemment ses proies dans les anfractuosités de la roche. L'erreur à ne pas faire est de tirer perpendiculairement à la roche parce que la flèche rebondit et ressort, laissant échapper le poisson blessé. La manipulation d'un chapon est très délicate. Son épine dorsale est redoutable. Ceux qui se sont déjà fait piquer s'en souviennent toute leur vie. Voilà, un deuxième chapon. Faire attention de ne pas se faire piquer. Parce que celui-là, il est encore bien vif. Deux beaux chapons et une très belle Mostel. Voilà ce qu'il faut pour une bonne bouillabaisse. En fait, les motivations qui incitent les chasseurs à se mettre à l'eau le plus souvent possible sont très multiples. Il y a beaucoup de facteurs qui incitent à pratiquer. L'un des facteurs que les chasseurs n'analysent peut-être pas toujours, c'est le plaisir et l'attente. L'attente et l'espoir. On vit tous d'espoir, en particulier en chasse sous-marine. On a toujours l'espoir de trouver une rague pleine de sard. On a toujours l'espoir de rencontrer un loup de plus de 5 kilos. Et on se dit toujours, c'est aujourd'hui. Et donc, ça participe d'un plaisir qui est très fort et qui va au-delà de la simple sortie de chasse. C'est-à-dire que quand on aime la chasse sous-marine, je pense qu'on l'aime le samedi quand on pratique, mais on l'aime toute la semaine quand on prépare sa sortie. Quand on prépare sa sortie au niveau du matériel, quand on est un petit peu féru de matériel, on en rêve, on en parle avec son équipier la semaine, on se pose des questions, on se dit bon demain on va aller où, l'eau est claire, on prend des informations à droite à gauche. Bon, le téléphone fonctionne beaucoup dans le milieu de la chasse sous-marine, la veille des sorties en particulier, pour essayer de trouver les meilleures conditions possibles. Et puis associé à cette notion de plaisir, d'espoir, il y a le plaisir tout simple de ramener un poisson, de le cuisiner pour ceux qui ont des talents de cuisinier, de le partager entre amis ou en famille. Et ça, c'est un plaisir qui est aussi, pour moi personnellement, très important. Je connais beaucoup de chasseurs dont la motivation essentielle, c'est le matériel. C'est-à-dire que ce sont des passionnés de matériel, qui sont des perfectionnistes, parfois des bricoleurs, qui essaient d'avoir le matériel le plus adapté, le plus pointu, le plus performant possible en fonction des conditions. Donc ça nécessite beaucoup de préparation avant la sortie, préparation de l'arbalète, préparation des palmes, préparation des plombs. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être bricolés, qui peuvent être améliorés dans l'équipement du chasseur. Et certains prennent beaucoup de plaisir à préparer leur matériel, à trouver du matériel plus adapté, plus performant. Mais le matériel ne fait pas tout, et quelques détails sont très importants à vérifier sur l'arbalète avant de se mettre à l'eau. Est-ce que la pointe de flèche est bien affûtée pour transpercer le poisson dans pratiquement tous les angles de tir ? Est-ce que l'ardillon s'ouvre bien pour éviter que le poisson s'échappe ? Est-ce que la tresse ou le fil de nylon reliant l'arbalète et la flèche est en bon état ? Il suffit qu'un de ces points soit négligé pour limiter le pourcentage de tirs réussis. Le poisson, lorsqu'il n'est pas atteint dans une zone vitale, se débat avec toute son énergie. Une fois qu'il est passé sur le fil, il risque de se détacher très facilement et de s'échapper. C'est pourquoi il faut l'achever rapidement. La performance physique, pour moi, c'est une notion très importante en chasse sous-marine. Alors, le tout est de savoir à quel niveau on met la performance physique.
Pour moi, la performance physique, ça peut être autant la performance d'un champion qui fait par exemple des compétitions, qui descend à 30 mètres, qui fait des apnées de 2 minutes 30, qui est vraiment un champion hors norme pour moi. Et lui, il va trouver intérêt à faire de la chasse sous-marine parce qu'il va améliorer ses performances, ou au moins il va les maintenir dans un but d'efficacité, de performance, voire de performance sportive s'il fait des compétitions. Et puis il y a le niveau monsieur tout le monde, qui me semble très important, parce que la chasse sous-marine permet de s'entretenir, de palmer, de faire du travail musculaire, de faire du travail lié à la respiration, à la ventilation, donc à la décontraction. Et cette idée de s'améliorer ou de s'entretenir est une motivation très importante qui, à mon avis, concerne tous les chasseurs, quel que soit leur âge. Le plaisir constant et qui est valable dans tous les cas de figure, c'est aussi le plaisir d'être en mer. Passer une journée en mer, c'est un plaisir que les marins connaissent, que les pêcheurs à la ligne connaissent aussi sûrement, et que les chasseurs sous-marins partagent complètement. C'est une façon d'oublier des soucis, des tracas, et le plaisir de faire une coupure, une parenthèse d'une journée ou de quelques heures est un grand plaisir. Quel que soit son niveau de pratique, champion ou débutant, la chasse sous-marine permet d'apprendre en permanence. Et ça, c'est un grand plaisir de cette activité. On apprend en permanence, à chaque sortie on apprend à observer, on apprend à regarder le comportement du poisson se modifier, on apprend en discutant avec son équipier ou ses équipiers, on apprend à regarder la mer, à observer le courant, et ça permet évidemment de progresser, d'être plus performant, et puis d'en tirer un plaisir personnel très fort. Le plaisir de la chasse sous-marine n'est pas forcément lié à la notion de profondeur. Je pense que le chasseur doit s'adapter aux conditions, aux circonstances, et l'expérience montre qu'on peut prendre du poisson dans très peu d'eau. Je pense que la plupart des chasseurs chassent dans moins de 10 ou 15 mètres d'eau. Le poisson peut être présent dans 3 mètres de fond, et d'ailleurs certains très grands chasseurs n'hésitent pas à aller chasser très près du bord quand les conditions s'y prêtent, et ça ne les empêche pas de faire quelques prises très intéressantes. Donc l'accès au poisson n'est pas réservé à des plongeurs ou à des chasseurs profonds. Éric et Florent, qui pratiquent la compétition de chasse sous-marine, ont les capacités pour chasser très profond. Très profond à ce niveau veut dire au-delà d'une trentaine de mètres. Ce n'est pas pour autant qu'ils négligent les petits fonds, bien au contraire. Cela fait partie de leur stratégie pour gagner. Ils consacrent toujours quelques heures à cette chasse dans très peu d'eau, au bord, entre 0 et 3 mètres seulement. Les prairies de Posidonie, qu'on appelle aussi les herbiers, sont des abris providentiels pour de nombreuses espèces juvéniles. Contrairement à l'opinion répandue, les Posidonies ne sont pas des algues, mais bien des plantes aquatiques qui ont conservé de leur passage sur Terre les caractéristiques des plantes à fleurs. Les zones peu profondes près du bord sont les plus riches, les plus vivantes, surtout lorsque la mer commence à s'agiter. Les prédateurs en quête de nourriture sont naturellement attirés vers ce biotope. Les techniques d'approche, indienne, coulée ou agachon, qui consistent à surprendre le poisson en se dissimulant à la frontière entre le sable ou les pierres et les Posidonies, sont à privilégier. Mais quelle que soit la ruse employée, la chasse dans les petits fonds exige d'être encore plus fin, plus discret et plus silencieux. La pratique de la chasse sous-marine a évolué sans cesse, et elle évolue actuellement encore aujourd'hui. On rencontre en particulier de plus en plus de chasseurs qui ont fait de la recherche du beau poisson leur motivation principale. C'est une forme de chasse très sélective qui doit être encouragée à mon avis, et qui consiste à se fixer des limites en termes de poids, en termes d'espèces, ce qui consiste à négliger certaines espèces peu intéressantes ou peu valorisantes et de se concentrer sur des spécimens d'une certaine taille. Alors il y a des chasseurs qui ne jurent que par le dinty et qui ne prennent des poissons qu'au-delà de 4 ou 5 kilos. Il y a des chasseurs de loups qui ont fixé la barre à 4 ou 5 ou 6 kilos également. Et donc cette forme de chasse très sélective est en train de se développer assez fortement. C'est vrai qu'elle est plutôt pratiquée par des chasseurs qui ont déjà un passé important et qui ont voulu aller au-delà, qui ont voulu apporter quelque chose d'autre en se cantonnant à certaines espèces et à certains types de prises. Éric a encore quelques années devant lui avant de décider de se cantonner ou pas à certains poissons.
Le premier problème à résoudre lorsqu'on chasse dans peu de fond est la flottabilité positive des 3 à 7 premiers mètres qui empêche le chasseur de se stabiliser au fond. À moins de se lester avec une bonne dizaine de kilos de plomb, c'est impossible. Ce n'est pas raisonnable non plus, parce que si on se laisse entraîner plus profond vers 10 mètres et plus, il faut faire beaucoup trop d'efforts pour remonter, ce qui est dangereux en apnée. Ce long chapelet de bulles lâché par le chasseur est la technique du poumon ballast, lui permettant de vider le maximum d'air des poumons pour couler au fond et s'y déplacer sans effort. La durée de l'apnée est le facteur déterminant de la réussite. Plus on chasse profond, moins le poisson est méfiant. Dans les petites profondeurs, avec de l'eau claire, le poisson vient de loin. Il faut lui laisser le temps de venir, à son rythme. Une fois posé à l'agachon, il faut compter une bonne minute au minimum avant qu'un poisson arrive et quelques secondes supplémentaires pour qu'il se décide à franchir les derniers mètres qui le séparent du chasseur. C'est sa curiosité qui le pousse à s'approcher pour identifier cette forme inconnue sur son territoire. Sous l'eau avec un masque et selon l'angle de vision, les apparences sont trompeuses. Il arrive que l'on tire un poisson plus petit qu'il n'y paraissait. Celui-ci fait quand même plus que la maille réglementaire qui est de 15 cm pour le sard de Méditerranée. Pour moi, la chasse sous-marine est une activité qui se développe, qui est en croissance depuis plusieurs années déjà. C'est sans doute lié au fait que c'est une activité de pleine nature, donc c'est parfaitement dans l'air du temps. C'est une activité qui n'autorise que des prélèvements très sélectifs. Ça aussi, je pense que c'est dans l'air du temps actuellement. Cet engouement pour la chasse sous-marine, on en voit des signes à différents niveaux. D'abord, quand on va en mer, on rencontre de plus en plus de chasseurs. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça démultiplie un peu la convivialité, l'échange, les discussions, etc. On voit de plus en plus de monde dans les stages et on voit de plus en plus de stages de chasse sous-marine qui sont organisés. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Le fait de participer à un stage permet de gagner beaucoup de temps en termes d'apprentissage. Mais évidemment, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'un stage avec un diplôme et la certitude de savoir chasser parfaitement. Pour progresser, il faut apprendre. Il faut apprendre des tas de choses concernant le matériel, la mer, les poissons, la réglementation. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à apprendre quand on est seul. Et donc le meilleur moyen, la solution idéale, c'est de pouvoir profiter des conseils d'un proche, de quelqu'un de sa famille ou d'un ami, qui va vous initier aux techniques et qui va vous apprendre progressivement comment faire de la chasse sous-marine en toute sécurité. La Méditerranée occidentale offre encore des zones poissonneuses et des eaux claires pour satisfaire les attentes d'un chasseur sous-marin. Direction le nord de la Sardaigne pour une chasse à trous dans les petits fonds avec Marc et Cédric. Avec l'automne, la côte a retrouvé le calme et la sérénité qui lui manquaient. Les poissons sont beaucoup moins dérangés et reviennent en terre dans ce biotope qu'ils affectionnent particulièrement parce qu'ils y trouvent refuge et nourriture abondante. Une zone rocheuse faite d'éboulis, de dalles et de failles comme ici est un terrain idéal. Il faut savoir que l'usage de la lampe en chasse sous-marine est autorisé quasiment partout dans le monde, sauf en France. Plus généralement, l'harmonisation des réglementations européennes dans le domaine de la chasse sous-marine n'étant pas une priorité, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour éviter d'être en infraction. Quand on arrive sur une région qu'on ne connaît pas, on se pose toujours la question de savoir où aller chasser. Il faut d'abord privilégier les zones rocheuses. Ce sont les zones rocheuses qui en général attirent le poisson. Les zones rocheuses, ce sont des zones d'éboulis au pied des falaises, ce sont les brisants, ce sont les pointes et les caps. La deuxième chose, pour aller un petit peu plus loin dans la recherche des bonnes zones, c'est d'utiliser une carte marine qui donne d'excellentes indications, d'abord sur les profondeurs, ça c'est important selon son niveau de pratique, qui donne des indications sur le type de fond, sable, gravier, roche,
même la position des épaves. Et ça donne enfin des indications intéressantes sur le dénivelé, c'est-à-dire la pente. Est-ce que le fond tombe très vite ou est-ce qu'au contraire on est dans un secteur qui ressemble plutôt à un plateau? Pour nos voisins espagnols et italiens, la lampe est un accessoire indispensable pour chasser à trous. Elle se justifie simplement parce qu'elle permet de voir ce que l'on tire et où l'on tire. Comment peut-on accepter de tirer un poisson dans la pénombre de son trou au risque de le blesser sans pouvoir le sortir? Vu sous cet angle, l'exception française est difficile à comprendre et à argumenter, sauf à vouloir suggérer que la lampe ne laisserait aucune chance au poisson. Le débat reste ouvert. C'est une interdiction qui n'est pas toujours respectée parce qu'elle n'est pas vraiment justifiée. Et cela n'empêche pas les fabricants de vendre sur le marché français des lampes de chasse sous-marine chaque année. Il avait des très gros, c'est dommage, j'ai piqué le petit derrière. Ah, tu as fait un doublé? J'ai fait le doublé, ouais. C'est dommage, tu vois. Le gros d'abord et le derrière le petit. Ça va, je les ai pris en pleine tête tous les deux. Cette arbalète a bien deux flèches comme un fusil superposé. C'est un concept séduisant fabriqué par la firme espagnole Picasso. L'idée est de pouvoir tirer deux coups, soit pour doubler un poisson manqué, soit pour tirer un deuxième poisson dans la même apnée. Techniquement parlant, le système fonctionne parfaitement, mais à l'usage, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Dans la vraie vie, les occasions se présentent, mais dans la pratique, tirer deux flèches reliées à deux fils différents pose quelques problèmes, au moins 2 fois plus qu'avec une seule flèche. Ce qui explique que ce modèle n'ait jamais vraiment trouvé son marché. Nos chasseurs commencent à avoir une ceinture bien garnie de poissons. Pourtant, de la surface, on dirait que la zone est déserte. Il n'y a pas un poisson qui nage, aucun signe de vie. La discrétion est de mise, dès le canard jusqu'à l'entrée de la pierre, car le poisson est calé dans le trou. En tirant le poisson, il arrive que la flèche reste coincée entre les rochers. On dit qu'elle s'est enraguée. On a beau y mettre toutes ses forces, elle ne vient pas toujours du premier coup. Comme il est vital de respirer de temps en temps, le chasseur remonte à la surface prendre une goulée d'air avant de redescendre. Ces allers-retours peuvent très vite devenir épuisants en apnée. Par petit fond, il n'y a pas de danger, mais au-delà d'une quinzaine de mètres, les risques de syncope sont bien réels. C'est dans ces circonstances que surviennent la plupart des accidents. On voit bien dans cette situation que l'arbalète à 2 flèches présente un vrai danger pour le chasseur, affairé à sortir sa flèche et son poisson. Rien à faire, il faut encore travailler sur la flèche pour lui faire un passage et débloquer l'ardillon qui l'empêche de passer. Une nouvelle tentative est nécessaire. Il existe des petits accessoires, appelés déragueurs, pour faciliter ce genre d'opération, mais il arrive aussi qu'on soit obligé d'abandonner une flèche au fond du trou. L'usage de la force aveugle ne solutionne pas tout. La lampe, dans ce cas, est un auxiliaire précieux pour voir clairement où ça coince et faire toutes les manipulations qui s'imposent. Ce serait trop dommage d'abandonner une flèche et le poisson qui va avec. La chasse sous-marine est une activité difficile, exigeante au plan physique et difficile aussi parce qu'on est confronté à un milieu dans lequel on n'est pas forcément à l'aise, qui peut être dangereux, voire hostile. Cette difficulté, elle est renforcée par le fait qu'on est face à des animaux qui savent se défendre, qui sont dans leur milieu et surtout qui s'adaptent très très vite aux techniques de chasse sous-marine. Donc tout ça m'incite à dire que la chasse sous-marine, même si c'est une activité qui est accessible à un nombre de personnes important, ça reste une activité difficile et le poisson, plus que jamais, on peut dire que le poisson se mérite. La chasse sous-marine est une activité qui n'est pas exempte de danger.
on peut dire qu'il y a 3 catégories de dangers différents. La première catégorie regroupe des dangers liés à l'état de la mer, c'est-à-dire aux courants, qui peuvent être très violents dans certains secteurs de l'Atlantique en particulier, liés aux marées et donc liés au milieu en général. La deuxième catégorie de dangers est plutôt liée à la présence sur l'eau d'autres embarcations, de plaisanciers et de pêcheurs, qui peuvent être source de collisions. Il y a malheureusement quelques accidents tous les ans dans ce domaine, qui sont d'ailleurs souvent graves. Et la troisième catégorie de danger est liée à la pratique de la chasse sous-marine, et en particulier à la pratique de l'apnée, qui est une activité très particulière. Le danger de l'apnée en général, c'est la syncope, qui est une perte de connaissance qui peut intervenir dans des cas relativement anodins, mais la plupart du temps quand le chasseur a dépassé ses limites, soit en termes de profondeur atteinte, soit en termes de durée d'apnée. Ces dangers font qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre, des précautions élémentaires. Pour moi, la précaution numéro 1, c'est la chasse à deux. Il faut pratiquer avec un équipier qui est à peu près de la même valeur technique que soi, et qui soit capable de vous porter secours, et réciproquement. Et la deuxième précaution importante, c'est de se signaler en surface, de se signaler aux autres embarcations, avec une bouée ou une planche, qui peut aussi avoir d'autres intérêts, ne serait-ce que pour prendre un peu de matériel de rechange. Mais enfin, l'intérêt essentiel, c'est de se signaler aux autres usagers de la mer. En fonction du type de roche et leur disposition au fond, on peut parier sur l'espèce de poisson que l'on va rencontrer. Ici, les ragues horizontales succèdent aux failles verticales et obliques. Ce sont des endroits privilégiés pour chasser le sard et le corbe. Une arbalète courte de 75 cm est l'arme idéale pour chasser à trous. Dès qu'ils perçoivent le danger, les poissons rentrent au plus profond de leur antre, se mettent hors d'atteinte du chasseur. Si l'abri n'est pas assez profond ou qu'il n'y a pas d'issue de secours, alors le poisson est pris. Lorsque la pression se fait trop forte sur une rague, les poissons l'abandonnent pour un abri plus sûr et plus profond. L'art de la chasse sous-marine consiste avant tout à approcher un poisson. Et pour arriver à ce but, il y a 4 techniques importantes, 4 techniques de chasse de base, que sont la chasse à la coulée, la chasse à trous, la chasse à l'agachon et ce qu'on appelle l'indienne. Évidemment, ces 4 techniques, on les emploie différemment selon les situations, selon les conditions et selon les espèces que l'on cherche. Et on peut évidemment marier ces techniques à tout moment. Quand on parle de chasse à trous, on comprend très vite quelle est cette technique. C'est une technique qui consiste à aller débusquer dans leurs trous ou dans leurs repères, dans leurs ragues pour reprendre le terme consacré, des poissons qui ont tendance à vivre à trous ou qui passent une partie de leur temps à trous. D'abord, elle exige de savoir reconnaître les bonnes pierres, ce qui ne peut s'acquérir qu'avec beaucoup d'expérience. Et ensuite, elle exige une approche en douceur de la pierre et dans le silence le plus complet. Si la profondeur est très réduite, le silence doit s'imposer dès la surface, parce que dans quelques mètres d'eau, le poisson entend très bien ce qui se passe en surface. Donc le canard doit être parfait. Il faut éviter tous les bruits parasites, le plomb de la ceinture qui cogne contre la roche, la pointe de la flèche qui cogne aussi contre un rocher. Et enfin, en plus de cet aspect de ces précautions liées au bruit, il faut aborder le trou de façon à ce que le poisson ne vous voit pas avant que vous l'ayez vu. Et donc il faut aborder la pierre avec la tête la première, parfois en étant en position verticale, et il faut que le regard soit très proche de la pointe pour pouvoir déclencher un tir très rapidement avant que le poisson ne vous ait vu et avant que le poisson n'ait détalé au fond de son repère. Donc c'est une technique très intéressante, très fine, qui permet d'obtenir de très bons résultats sur certaines espèces de poissons.
De nombreuses espèces sont concernées par la chasse à trous. On compte parmi elles les espèces sédentaires telles que le congre, la murène, la rascasse, le chapon, la mostelle et bien sûr les poissons blancs comme le sard, le mulet et le corbe. Citons pour mémoire, car sa chasse reste interdite, le mérou brun dont les effectifs ne cessent de croître depuis plusieurs années. Rares sont les sorties au cours desquelles le chasseur n'utilise pas la technique de la chasse à trous. Explorer une faille, une rague, un recoin de tombant satisfait pleinement le goût de la recherche du chasseur. Le sens de la pierre ne s'improvise pas. C'est à la présence de quelques indices que le chasseur décide d'explorer une faille plutôt qu'une autre. Par exemple, le mérou apprécie une petite plage de sable devant son trou. Le congre amoncelle ses déchets devant chez lui. Le corbe affectionne les failles étroites et ombragées. Le mulet se repose sous les pierres aérées à plusieurs issues. La mostelle préfère les petites grottes sombres. La chasse à trous se pratique à toutes les profondeurs et bien évidemment, plus c'est profond, plus c'est difficile. La chasse à l'agachon est une technique qui est passionnante dans la mesure où elle consiste à attendre le poisson et éventuellement à le faire venir. Donc qu'est-ce que c'est que l'agachon? C'est un affût sous-marin. Il s'agit de descendre silencieusement et ensuite, une fois qu'on est posé au fond, de choisir une direction et d'éviter tout mouvement de palme, d'être bien calé au fond, donc avec un plombage suffisant. Ensuite, il y a deux techniques. Soit on essaye de faire venir le poisson avec des bruits divers, un petit bruit de gorge ou parfois en tapant avec le dos de la crosse sur le rocher. Mais bien souvent, le poisson vous a entendu et inutile de faire un bruit supplémentaire. Il vous a repéré et s'il a envie de venir et de s'approcher, c'est le cas du loup en particulier, qui est le cas typique du poisson très curieux, s'il vous a entendu, il viendra sans que vous ayez besoin de faire un bruit particulier. Ensuite, la difficulté de l'agachon est liée à deux choses principales. Être sur un bon poste d'agachon, donc sur un poste qui attire du poisson. Et la deuxième difficulté est liée au temps d'apnée. C'est sûr que le temps d'apnée, plus il est important, plus vous augmentez vos chances de croiser du poisson ou de faire venir du poisson à une portée de tir raisonnable. La technique de l'agachon, probablement inventée sur la Côte d'Azur dans les années 30-40, s'est imposée d'elle-même parce qu'elle est la plus efficace pour tirer parti de la curiosité du poisson. Elle s'est affinée au fil du temps parce que les poissons sont devenus de plus en plus méfiants. La chasse à l'agachon dans les petits fonds se pratique surtout pendant les mois d'hiver. C'est par mer agitée et avec une eau trouble que cette technique donne les meilleurs résultats. On chasse les sards, les loups, les dorades, les mulets et les barracudas, avec des arbalètes longues d'1 mètre et plus. Le poisson apparaît soudain, sortant de l'eau trouble. Il s'aperçoit en général de la présence du chasseur au moment où celui-ci l'a vu. La différence, c'est que le chasseur l'attendait, mais le poisson, lui, ne l'attendait pas. Le moment du tir demande beaucoup de réflexes, car il se fait à la volée, dans des positions parfois impossibles. Il n'existe à mon avis aucune autre technique qui puisse procurer des sensations aussi intenses que l'agachon. On se sent appartenir au même milieu que le poisson. C'est un défi et un duel. Il ne s'agit pas d'attraper un poisson dans un trou, mais de l'attirer vers soi, en pleine eau. Et lorsqu'on y arrive, la satisfaction est plus grande. L'agachon se pratique à toutes les profondeurs. Et au contraire de la chasse à trous, moins c'est profond, plus c'est difficile parce qu'il faut tenir de longues apnées parfaitement immobiles. À faible profondeur, le plus difficile est de maîtriser ses palmes. Les vagues et le courant sont les pires ennemis. Si les palmes se soulèvent, c'est comme si vous agitiez un drapeau. Attention, danger. Les poissons s'éloigneront de la zone sans que vous ayez pu les apercevoir. D'où la nécessité de répartir le lestage de plomb jusqu'aux chevilles.
La chasse à l'indienne, c'est une technique que souvent les débutants pratiquent sans même connaître son nom, parce qu'elle est naturelle. Elle consiste simplement à progresser au fond en utilisant au maximum le relief, la roche pour se dissimuler et pour approcher au maximum des espèces qui ne vous ont pas vu. Donc l'idée de base, c'est de surprendre le poisson, qui est souvent un poisson en train de se nourrir. Et donc cette technique est très adaptée à des petits fonds. On peut chasser à l'indienne très en terre, c'est-à-dire très au bord, dans quelques mètres d'eau. Et selon les conditions, on peut prendre quelques prises très intéressantes par cette technique-là. La coulée, ça consiste en quoi? Ça consiste à descendre le plus silencieusement possible sur une zone, en ayant vu parfois le poisson de la surface, c'est le cas le plus intéressant. Les premiers mètres, on les effectue souvent en palmant, et puis ensuite, en fait, en raison de la flottabilité qui devient négative, pour descendre, on n'a plus besoin de faire de mouvement, on se laisse couler sans bouger les bras ni les jambes, et on peut ainsi approcher très près d'espèces qu'on va tirer du haut vers le bas. C'est une technique qui s'adapte évidemment à des conditions un petit peu particulières. Il faut quand même de l'eau claire. Et puis, on peut difficilement parler de coulée quand on n'est pas au-delà de 3 ou 4 mètres de profondeur. Mais c'est une technique qui est très très belle et qui permet de prendre des poissons qui naviguent au fond ou entre deux eaux. La pratique de la chasse sous-marine est assez codifiée en France. Il y a une réglementation détaillée qui existe, dont on peut avoir un exemplaire en se renseignant auprès des affaires maritimes. Il y a 3 grands points qui sont importants à retenir. L'âge limite pour pratiquer la chasse sous-marine est de 16 ans. Le deuxième point, c'est l'interdiction d'utiliser une bouteille de plongée, donc une source d'air, pour chasser. Il faut absolument pratiquer en apnée. Le troisième point, c'est qu'il faut être titulaire d'une licence de la fédération qui vaut permis de chasse sous-marine ou d'une autorisation des affaires maritimes. En plus de la réglementation nationale, il faut savoir qu'il existe des réglementations et des particularités locales concernant les zones autorisées et concernant les espèces. Donc il faut absolument se renseigner auprès des affaires maritimes qui tiennent à la disposition du public toutes les informations concernant ces restrictions locales. La chasse sous-marine sur les jetées extérieures des installations portuaires est tolérée à peu près partout, mais il convient de se renseigner avant pour éviter d'être en infraction. Ce qui est sûr, c'est que la chasse à l'intérieur du port est interdite. La jetée, véritable récif artificiel, est colonisée par une faune assez riche. Il y a toujours du poisson, quelle que soit l'heure et la saison. Les chasseurs le savent bien, et les poissons qui y vivent ont appris à s'en méfier encore plus qu'ailleurs. C'est le royaume des mulets et des sards. Les loups viennent y chasser matin et soir. Les dorades ne sont pas loin des prairies de Posidonie. Les corbes hantent les cavernes qui s'enfoncent au cœur de la jetée. Les mérous juvéniles s'y sont également installés. C'est souvent sur une jetée que le chasseur fait ses premières armes. La profondeur est toujours raisonnable. Elle varie de 2 à 15 mètres maximum. On apprend et on peut se perfectionner dans toutes les techniques. D'abord à l'indienne en longeant le bord à la surface, à trous entre les nombreux blocs amoncelés, à la coulée jusqu'au pied de la jetée, puis à l'agachon, au fond, dissimulé entre les rochers. C'est une excellente école de la chasse sous-marine.
Voilà, on a fait 2 dorins pour moi. Un dorin, phare ça. et un dorin. C'est les poissons qu'on rencontre souvent dans les digues. On a vu quelques dorades. J'ai loupé un beau corbe, dommage. En général, on ne tire pas les mulets, mais ça, ce sont des dorins. C'est le meilleur des 4 variétés de mulets qui existent. Celui-là, en général, il ne reste pas dans le port. Ce sont des mulets souvent de pleine eau qui sont délicieux. Pour prendre un poisson, le chasseur fait appel à 2 qualités qui sont ses atouts, l'apnée et le sens de l'observation. Sa capacité à évoluer en apnée lui procure une grande liberté pour se mouvoir rapidement et en toute discrétion. C'est primordial dans l'approche du poisson et d'autant plus dans les zones où les chasseurs sous-marins sont nombreux et où le poisson a appris à se méfier. Au cours d'une sortie, le chasseur effectue un nombre d'apnées variables en fonction de sa condition physique et de la durée de la sortie. En moyenne, les apnées durent entre 30 secondes pour un débutant et 2 minutes 30 pour un chasseur entraîné. En 2009, le record du monde d'apnée statique établi en piscine dépasse 10 minutes. Cette performance n'est bien entendu pas comparable avec les durées d'apnée réalisées en chasse sous-marine, mais on se rend mieux compte du potentiel de l'être humain. En action de chasse sous-marine, les meilleurs apnéistes atteignent jusqu'à 4 minutes. Il s'agit là de performances exceptionnelles qui ne concernent qu'une poignée de chasseurs. Le deuxième atout du chasseur est sa curiosité de tous les instants, qui lui permet de mieux comprendre la vie sous-marine. Ainsi, il devient plus efficace sortie après sortie dans le choix des zones, des techniques et du matériel. Grâce à ces observations, le chasseur accumule des informations sur les principales espèces de poissons de nos côtes. C'est un témoin et un auxiliaire précieux pour les scientifiques qui de plus en plus souvent font appel à lui dans le cadre de leurs études pour collecter des données sur le terrain. La chasse sous-marine dans les petits fonds exige une maîtrise parfaite des techniques d'approche et d'affût. Le chasseur efficace sait improviser en fonction des circonstances et du comportement du poisson. Les meilleurs chasseurs sont ceux qui justement savent être polyvalents,
capable d'aller prendre le poisson où il se trouve, et souvent dans les premiers mètres sous la surface, en utilisant la ou les techniques appropriées. C'est une chasse difficile, où la bredouille est plus fréquente que ne le laissent supposer ces images. La joie de ramener un poisson est le résultat de nombreuses heures passées en apnée sous l'eau. Cette chasse sous-marine par petit fond n'est pas très spectaculaire, car la prise de gros poissons reste exceptionnelle. Mais c'est la chasse que pratique la plus grande majorité des chasseurs, entre 0 et 15 mètres sous la surface. Après la phase d'apprentissage, le chasseur devient naturellement de plus en plus sélectif dans ses prises. Une sélection qui s'opère par la taille et par l'espèce. Il délaisse les petits poissons pour rechercher les plus gros et en priorité les espèces dites nobles. La sélectivité du prélèvement valorise la chasse sous-marine par rapport à toutes les autres formes de pêche en mer. C'est ce qui fait sa force, à l'époque où la préservation de notre environnement devient une priorité individuelle et collective. Pour moi, la chasse sous-marine est une activité qui se développe, qui est en croissance et depuis déjà quelques années. C'est très difficile actuellement de savoir quel est le nombre de chasseurs sous-marins qui pratiquent en France régulièrement ou épisodiquement. C'est vrai que les structures qui ont eu en charge de la chasse sous-marine pendant des années n'ont pas fait, à mon avis, le travail nécessaire pour la promotion de cette activité, n'ont pas fait non plus le travail nécessaire pour faire un véritable recensement des pratiquants. C'est regrettable, mais c'est la réalité. Pour moi, la chasse sous-marine, c'est un sport, bien sûr, c'est un loisir, mais au final, c'est une très très grande passion. Une passion partagée par 150 à 200 000 pratiquants réguliers ou occasionnels en France, sans que l'on sache combien ils sont réellement. Alors, qui a intérêt à cacher l'ampleur de l'engouement qu'elle suscite parmi les jeunes, et pourquoi? Autant de questions qui montrent que le chemin qu'il reste à parcourir en matière d'information et de formation est encore long.